Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures. Le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Nous avons lu pour vous, aujourd'hui animée par Jérôme et Chantal Bossan. Nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter 3 livres. Convoi pour Samarcande de Güzel Yakina, paru aux éditions Noir sur Blanc en 2023. Sa vie pour la mienne de Julie Grand aux éditions Artege en 2024. Et La grammaire est une chanson douce de Éric Orsena aux éditions Stock en 2001. Chantal, je te passe la main. Güzel Yakina est née en 1977 à Kazan, au Tatarstan en Russie. Elle écrit Zuleika ouvre les yeux, paru en France en 2017, publie ensuite Les enfants de la Volga en 2021. Aujourd'hui, je vous parle de son 3e roman, Convoi pour Samarcande, paru aux éditions Noir sur Blanc en 2023. L'histoire démarre à Kazan, la ville d'origine de l'auteur, dans les années 1920, à environ 1 millier de kilomètres à l'est de Moscou. La famine sévit dans plusieurs régions de la toute nouvelle URSS, qui ne sait comment y mettre fin sans jeu de mots. Pour essayer de sauver quelques centaines d'enfants, le jeune gouvernement met sur pied des convois d'évacuation. Dans ce roman, c'est un de ces trains que l'officier Deyev prend en charge avec 500 enfants, aidé de la commissaire Blanche, d'une dizaine de nurses, d'un vieil infirmier, d'un jeune cuisinier et d'un mécanicien. Depuis 15 ans jusqu'à Samarcande, rêve d'un territoire de blé et de raisin, dans le Turkestan, pour un trajet d'environ 4000 km au milieu de nulle part, aussi bien dans la neige et les vents glacés que dans le désert torride. Une carte en début de livre nous aide à suivre ce périple. Nourrir 500 personnes en pleine période de famine pendant les 6 semaines que dure ce trajet est un enjeu fantastique. Soyons clairs, c'est un livre très dur car très réaliste. On y décrit l'enfer que vit la population en pleine famine, sans plan réel de l'État. L'enfer des parents face à leurs enfants. Faut-il les laisser mourir, les donner à qui veut les prendre, en espérant les sauver, en abandonnant l'un ou l'autre pour sauver le reste de la famille? L'enfer aussi qu'ont vécu, avant de monter dans le convoi de l'espoir, ces jeunes enfants faméliques, voire grabataires et même mourants. On assiste aussi au dilemme des sauveurs. Peuvent-ils prendre de nouveaux enfants quand certains meurent, ou est-ce impossible car au détriment de ceux qui sont encore en vie? On ne comprend pas l'incohérence de certains oukases gouvernementaux, c'est-à-dire de certains décrets. Par exemple, alors que la région meurt de faim, que des milliers d'adultes, de vieillards, d'enfants disparaissent, comment peut-on laisser perdre des trains entiers pleins de viande ou de grains qui attendent des jours, des semaines ou davantage sur des voies de garage qu'un mécanicien soit trouvé pour les mener à destination? À défaut, ne pourrait-on utiliser cette manne pour la population locale non moins affamée? Quand on vous écoute, ce livre n'a pas l'air bien tentant. Détrompez-vous, ce livre présente des facettes plus attrayantes. Comme dans son premier ouvrage, l'auteur nous présente ici une histoire tirée d'épisodes réels qui se situe dans un convoi en train autour d'un couple que tout semble opposer. Les personnages sont bien campés, mais souvent ambivalents, à la fois d'une grande humanité, à la fois remplis de repentir d'une vie passée ou de haine présente. Cette ambivalence, le chef de convoi n'hésite pas à l'utiliser pour obtenir une aide, aussi bien de tchéquistes que de bandits, parfois prêts à l'impensable pour sauver une bande d'enfants. Il faut toute l'obstination de Deyev, parfois incomprise des autres cadres de ce convoi, pour obtenir ces résultats improbables. La Guirlande, le nom qui a été donné à ce train, formé de briques et de brocs, d'une dizaine de wagons venus de tous bords, ne manque pas d'originalité. Il y a même parmi ces wagons une ancienne église orthodoxe itinérante avec son toit traditionnel de kokochnik, c'est-à-dire en pointe, que les Cosaques vont arraisonner pour y célébrer une messe. Dans cette guirlande très attachante, comme je l'ai dit, 500 enfants, pas un de moins, pas un de plus, au moins officiellement, qui se sont eux-mêmes choisis, pleins d'humour ou plutôt d'humour noir, des surnoms, se qualifiant au mieux par leur origine familiale ou géographique, leur caractère, comme Senia le Tchouvache, Long Nez ou Rire de Cafard, au pire par leur histoire ou leur drame personnel, tel Udmurt seul au monde, Ossia Syphilis, Jdan sorti de la tombe. Pour beaucoup de ces noms dont nous ne comprenons pas ou mal le jeu de mots, l'auteur nous les explique en fin d'ouvrage dans un lexique particulier.
Comme dans ses autres ouvrages, Gouzel Yaquina fait un véritable éloge de la femme, si aimante même quand elle semble donner des ordres très sévères. Je parle ici de la commissaire à l'enfance. Femme si maternelle face à tous ses orphelins. Je pense en particulier à Fatima, l'une des nurses, qui essaie de choyer autant qu'elle peut les tout-petits dont elle a la charge, à qui elle chante jour et nuit des berceuses, calmant les angoisses de tous, même des adultes. Je pense enfin à ces nurses qui se battent contre la maladie, comme le typhus, le choléra, tout au long du trajet. Et sur le plan de l'écriture ? C'en est une très belle, très descriptive. Parfois, on pourrait se retrouver dans la nature du docteur Givago de Pasternak, ou bien dans celle du désert des Tartares de Buzzati. Mais on retrouve aussi l'univers kafkaïen dans les délires d'un jeune grabataire qui décrit le combat de cet enfant face à son pouls. Le mot pour la fin. J'ai été prise par cet épisode véritable de l'histoire soviétique, mais il faut un cœur bien accroché face à cette tragédie. Si ici l'histoire se termine heureusement, l'auteur montre bien qu'il ne s'agit que de quelques enfants parmi les millions qui ont disparu. Une goutte d'eau dans l'océan. Jérôme, je te laisse continuer. Merci Chantal. Aujourd'hui, je vous présente Sa vie pour la mienne de Julie Grand, paru aux éditions Artege en janvier 2024. Julie Grand est l'otage de 39 ans, sauvé par le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame le 23 mars 2018. Il s'agit de son témoignage poignant, 6 ans après les faits. Rappelons ceci. L'auteur est hôtesse d'accueil du Super U de Trèbes, proche de Carcassonne. Celle-ci, ingénieure Bac+5, travaille pour une durée déterminée après la naissance de sa fille. Un inconnu s'empare d'elle. Au tout départ, ayant fait une formation de sauveteur secouriste du travail, elle ne s'affole pas et rentre en contact avec lui. Le témoin nous impressionne par son courage, le dialogue qu'elle initie avec le gamin, comme elle le nomme, force l'admiration. À l'arrivée des gendarmes, il lui met le canon du pistolet sur le crâne, derrière l'oreille droite et le couteau au niveau des côtes. Elle a pensé mourir. L'apparition, comme s'il s'agissait d'un miracle, du colonel Arnaud Beltrame, qui intime aux gendarmes qu'il prenait le terroriste à son compte, la libère. Elle écrit avant le procès pour raconter ce qu'elle a vu, pour que, je cite, « plus personne ne parle à sa place », et notamment les journalistes. Et c'est d'abord à Arnaud Beltrame qu'elle pense, à son épouse, puis à toutes les autres victimes. On peut comprendre le stress post-traumatique que vit Julie Grand, amplifié par l'assaut intrusif des journalistes et qui se poursuit par l'explosion de son couple en avril 2019. Elle évoque alors les épreuves et, confrontée de surcroît à l'incompréhension et au désarroi, la longue descente aux enfers qu'elle affronte au quotidien. Je cite « Traquée, je ne me reconnais plus. La femme pleine d'assurance et optimiste que j'étais n'a pas survécu à cette autre prise d'otage. » Elle souligne les difficultés rencontrées pour accéder à un soutien psychologique via l'administration. Cela n'apparaît-il pas comme un témoignage plutôt noir ? Pourtant, c'est malgré tout un livre d'espérance. C'est lorsque l'on touche le fond que l'on perçoit quelques lueurs, que le roman petit à petit. De ci, de là, elle remercie les personnes ou associations qui l'ont aidée, le SAMU social, les lettres anonymes pleines d'attention qui lui ont fait beaucoup de bien. C'est d'ailleurs en relisant en juin 2021 une lettre écrite par le chanoine de l'abbaye de la Grâce qu'elle décide de s'y rendre avec sa fille. Elle apprend qu'Arnaud Beltrame y a été préparé au mariage. Le long entretien avec le chanoine fut un lent début d'un cheminement vers la reconstruction. Elle fut intégrée par les paroissiens et la communauté de l'abbaye, aboutissant à une resocialisation progressive. Jusqu'au jour où, je cite, « Je prie comme je n'ai jamais prié comme auparavant. Je convoque Arnaud, mais aussi mon père. Je dépose armes et rames. Cette démarche d'abdication a été le début d'une remontée de pente 3 ans après cette prise d'otage. En avril 2023, elle est baptisée le jour de Pâques et se marie avec André, de sa paroisse, qui l'aide dans ses démarches. Ils se rendent sur la tombe d'Arnaud Beltrame, dans un village des Corbières, preuve de ce qu'elle doit à son geste héroïque. Ce récit offre un certain recul. Dans les dernières pages de l'ouvrage, Julie Grand pose la question essentielle du bien et du mal.
Elle cite différents exemples où ils se côtoient. Dans la préface, son avocat évoque le mystère du mal, sur lequel butent les juges pour répondre au « pourquoi ». « Arrière Satan », s'était écrié le père Hamel. L'auteur évoque les deux modèles suivants. « J'aime la mort comme vous aimez la vie », avait affirmé le terroriste Mohamed Merah. Mais c'est le point commun à tous les terroristes, valable pour Radwan Lagdim, l'assassin du Super U. En conclusion, en prenant soin de préciser qu'elle était complètement indifférente à la religion, fille d'un père médecin athée, on mesure le chemin effectué par Madame Grand. C'est l'originalité de ce livre, facile à lire par ailleurs, source d'inspiration pour tous ceux qui traversent des épreuves difficiles. Oui, bravo. Alors le troisième livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui est beaucoup plus léger. Il n'a rien d'une nouveauté puisqu'il est paru aux éditions Stock en 2001 et réédité depuis au livre de poche qu'on peut facilement obtenir en librairie. Il faut dire qu'Éric Orsena fait partie des auteurs toujours incontournables. Cet homme de 75 ans environ, ancienne plume de François Mitterrand, membre du Haut Conseil de la francophonie, élu membre de l'Académie française en 1998. La grammaire est une chanson douce, celui que je vous propose aujourd'hui, déjà attirant de par son titre étonnant, se révèle très original. L'histoire commence dans une classe en fin d'année scolaire où le jeune professeur enchante ses élèves de 6e à travers les fables de La Fontaine, aux grandes dames d'une inspectrice qui l'envoie se recycler. Jeanne, la narratrice, une des jeunes élèves, part pour les vacances mais échoue sur une île étrange autour de laquelle flottent lettres et mots. Une île où les mots prennent vie, sont malades, soignés, que l'on trouve au marché, qui se marient, se révoltent. Je cite. Un beau jour, dans notre île, les mots se sont révoltés. Un matin, les mots ont refusé de vivre leur vie d'esclaves. Un matin, ils n'ont plus accepté d'être convoqués à n'importe quelle heure, sans le moindre respect, et puis être rejetés dans le silence. Un matin, ils n'ont plus supporté la bouche des humains. J'en suis sûr, vous n'avez jamais pensé au martyre des mots. Où mijotent les mots avant d'être prononcés? Réfléchissez une seconde. Dans la bouche, au milieu des caries et des vieux restes de veau coincés entre les dents, empuantis par la mauvaise haleine ambiante, écorchés par des langues pâteuses, noyés dans la salive acide. Vous accepteriez, vous, de vivre dans une bouche? Alors, un matin, les mots se sont enfuis. Vous l'avez compris, ce petit ouvrage, qui se lit si rapidement car court et écrit gros, est davantage un conte qu'une histoire, mais un conte à double niveau, accessible à d'assez jeunes lecteurs et pourtant au message tourné vers les adultes. J'avoue avoir trouvé jubilatoire les 2 passages concernant les inspecteurs voulant rééduquer les enseignants et utilisant à cet effet un jargon indigeste. C'est malheureusement tellement réaliste et cela m'a rappelé certaines réunions auxquelles nous devions assister. Jubilatoire aussi les jeux de mots, c'est le cas de le dire, pour trouver les noms propres, comme l'inspectrice Madame Jargonos ou le vilain gouverneur Nécrole, dont le nom se rapproche tant d'une nécropole ou d'une nécrose, qui souhaite mettre de l'ordre parmi ces mots. Joie de redécouvrir certains mots régionaux et d'autres un peu oubliés, comme échaubulure, embrassoir, épitrope, escargasse et tant d'autres. Quel plaisir de trouver des références littéraires aux bons auteurs comme La Fontaine, Proust ou encore Antoine de Saint-Exupéry. De celui-ci, on retrouve le style enfantin au premier degré dans Le Petit Prince, mais aussi le même type d'illustration très simple. Cette même fraîcheur est encore là dans une chanson de Maurice Pont mise en musique par Salvador. C'est tout cela qui me fait penser à un conte pour adultes, au langage soigné et merveilleusement écrit, plein d'humour, non sans rappeler l'auteur de jeunesse Timothée de Fontbelle, ou bien Peter Pan qui s'envole vers le pays imaginaire. Je terminerai en disant seulement que cette courte œuvre est un vrai petit bijou que je vous recommande. En conclusion, nous vous souhaitons bonne lecture avec ces 3 ouvrages dont je vous rappelle les titres. Convoi pour Samarcande de Gouzel Yakina aux éditions Noir sur Blanc en 2023. Sa vie pour la mienne de Julie Grand chez Artege en 2024 et La grammaire est une chanson douce de Éric Orsena aux éditions Stock en 2001. Les éditions de La Loupe